kilomètres après la sortie de la ville, Garvin ralentit et marmonne écœuré. Il jette un nouveau coup d'œil dans le rétroviseur de sa voiture de sport. Il n'y a derrière lui qu'une vieille voiture à la carrosserie en mauvais état. Il détourne alors légèrement la tête vers le siège arrière en disant « J'ai pas fait très attention, je pensais qu'il me suivait, mais il doit avoir quitté la route quelque part. » Bien que Garvin soit apparemment seul dans la voiture, personne n'étant assis derrière lui, une voix s'élève du coffre à bagages placé à l'arrière. « Curieux, j'avais cru comprendre, d'après ce que tu me disais, qu'il avait mordu pour de bon. »« Moi aussi, » répond Garvin. L'air soucieux, il continue d'avancer sur l'étroite route au revêtement de goudron noir maintes fois refait. « Bon, je vais encore continuer pendant quelques kilomètres. Je vais bien trouver un embranchement qui me permettra de revenir vers la ville. Ça te va? » « Ouais, à condition que ça te prenne pas la journée. Il fait bigrement chaud là-dedans. Et je suis en train de me payer crampe sur crampe. »« Ne t'en fais pas, » répond Garvin en souriant. Le jeune homme accélère et la voiture rouge sombre à la ligne aérodynamique, réagissant aussitôt, s'élance en rugissant. Pour alléger la pression du petit magnétophone glissé dans la poche de son veston qui pèse contre ses côtes, Garvin déboutonne son vêtement. Puis, il allume une cigarette et jette l'allumette par la fenêtre. La remarque de Mac, l'homme qui se cache dans le coffre arrière, est juste. Il est curieux que la voiture de police noire et blanche qui s'est mise à les suivre dans la ville ait si manifestement abandonné la chasse. Ça ne concorde pas du tout avec les sacro-saintes habitudes des représentants de la loi de Gettysburg. D'ordinaire, quand ils trouvent une poire, ils ne lâchent pas prise si facilement. Garvin et Mac ont lu toutes sortes de témoignages à ce sujet. Un curieux racket s'évite à Gettysburg qui peut prendre différentes formes. Ainsi, les feux de signalisation dans le centre de la minuscule bourgade sont soigneusement cachés derrière un poteau hérissé de panneaux. La pancarte « Attention école », elle aussi, est cachée dans un buisson en bordure du terrain vague que longe l'autoroute, tandis que celle annonçant en énormes lettres noires « Vitesse limitée à 30 km/h » se trouve dissimulée par un faux arbuste. Garvin jette sa cigarette sur la chaussée et soudain la vieille guimbarde qui se traîne derrière lui entreprend de le doubler avant de lui couper la route. Garvin écrase la pédale de frein. La voiture fait une embardée et dérape en crabe vers le bas-côté. Après avoir patiné à mort, la Porsche s'arrête, les roues avant à quelques centimètres seulement du bord du fossé. Passablement secoué, Garvin laisse échapper un profond soupir. Une voix un peu étranglée se fait entendre depuis le coffre. « Mon Dieu, Garvin, à quoi tu joues ?»« Cet imbécile m'a fait quitter la route, » répond Garvin quand il est enfin en mesure de parler. « Oh là 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 !» ajoute-t-il en regardant la route droit devant lui. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» s'inquiète Mac. La vieille guimbarde également s'est arrêtée à quelques mètres devant et l'un de ses deux occupants s'en extrait lentement. Le soleil de l'après-midi étincelle sur l'insigne argenté épinglé sur sa chemise bleu marine. Tandis qu'il s'avance d'un pas tranquille et assuré vers la voiture de sport, Garvin tapote le magnétophone dans la poche de son veston et murmure à l'adresse de Mac « Il se peut que ça ait mordu, après tout. » L'homme s'approche sans hâte et se penche pour examiner avec attention la plaque minéralogique étrangère à l'état accrochée au pare-choc avant. Sans plus hésiter, Garvin l'apostrophe. « Dites donc, vous, à quoi vous jouez, là? Vous avez failli m'envoyer dans le fossé. »« À quoi je joue? C'est plutôt à moi de vous le demander, à quoi vous jouez, vous. » Il est grand et voûté. Un revolver de taille impressionnante pend le long de sa hanche droite. « On a l'air plutôt pressé, hein, mon vieux ?» Affectant de découvrir qu'il s'adresse à un homme en uniforme, Garvin proteste alors d'un ton respectueux. « Non, détrompez-vous, monsieur l'agent. »« Je m'appelle Ashley, je suis l'agent de police du comté. » L'homme dévisage Garvin de ses yeux gris pâles. « Nous avons des règlements concernant l'excès de vitesse dans les limites de l'agglomération. Et moi, je les fais appliquer. » Garvin cligne des paupières. « L'agglomération? Mais nous en sommes loin. Gettysburg est à au moins 4 ou 5 kilomètres d'ici. »« Gettysburg, oui, » répond Ashley. Il désigne de l'index une lointaine colline.
Mais c'est cette butte là-bas qui marque les limites de l'agglomération. Nous avons, comme qui dirait, une petite ville très étendue. Je pourrais fermer les yeux, étant donné que vous n'êtes pas d'ici. Je pourrais aussi vous laisser filer avec un avertissement pour avoir grillé les feux en ville et ignoré plusieurs signaux. Mais en ce qui me concerne, je trouve inadmissible que l'on souille la voie publique. Que l'on souille la voie publique? Répète Garvin d'une voix qui fléchit. L'agent Ashley hoche lentement la tête. Eh oui, mon vieux. Je vous ai vu lancer votre cigarette sur la voie publique, ainsi qu'une allumette, un mouchoir en papier, je ne sais quoi encore. Eh ben, commence Garvin, non sans admiration pour tant d'habileté. De quoi? Le coupe aussitôt Ashley d'un ton cassant. Menace à agent, hein? Ça va chercher loin, mon petit vieux. Mais je n'ai pas... Les agents de la voiture de patrouille en ville m'ont dit par radio que vous aviez une drôle de dégaine. Ils m'ont demandé à moi et à mon collègue de vous surveiller. C'est une chance que nous ayons pu vous prendre en flagrant délit, je le reconnais. Mais nous avons l'œil. Monsieur l'agent, je n'ai rien dit. Fermez votre gueule, mon vieux. Vas-y, Lem, démarre, ajoute immédiatement Ashley en se tournant vers l'autre voiture. Je te suis, avec lui. Garvin voit le vieux taco partir devant eux sur la route dans un nuage de gaz d'échappement. Mais poussez-vous, mon vieux, lui intime Ashley. Je vais conduire. Non, un instant, proteste Garvin qui ajoute après une hésitation. Et si je vous offrais $20, par exemple? Ashley lève une main calleuse et le gifle en travers de la bouche. Tentative de corruption, ça va vous coûter cher, mon petit bonhomme. Allez, poussez-vous. Garvin passe sur l'autre siège. Frottant ses lèvres meurtries, il réfrène sa colère et prend un ton plaintif. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous vexer. Le policier, sans mot dire, prend place derrière le volant. Il met le contact, embraye, et la Porsche bondit en avant dans un crissement de pneus. En quelques secondes, ils ont dépassé la vieille guimbarde. Est-ce que des fois ces règlements sur la vitesse ne s'appliqueraient pas à vous? Murmure Garvin. Ashley lève suffisamment la main du volant pour le gifler à nouveau. Et ce sera mon dernier avertissement, dit-il d'un air méchant. S'efforçant de desserrer les poings, Garvin se recroqueville sur le siège avec, du moins l'espère-t-il, une expression obséquieusement craintive. Il effleure le magnétophone qui bourdonne dans la poche de sa veste en pensant « Attends un peu, mon vieux, attends un peu. » Garvin, quoi qu'il ait pu prévoir, semble s'être laissé piéger. Parviendra-t-il à se tirer de cette situation délicate? Garvin, qui conduit une Porsche rouge et qui transporte un ami, Mac, dans le coffre arrière de sa voiture, semble avoir volontairement servi d'appât à des policiers qui, semble-t-il, sont des habitués du racket. Les policiers, qui n'ont pas remarqué la présence de Mac, conduisent à présent Garvin devant un prétendu juge de paix en l'accusant de divers délits que Garvin n'a pas commis, mais que ses aventures ont l'air de réjouir. Tandis que Lem hoche la tête, observant Garvin effondré à ses pieds, un homme grand et ventru sort de la maison en traînant les pieds. Il fronce les sourcils en voyant Garvin. Ses yeux minuscules se portent vers la luxueuse voiture de sport et la plaque étrangère à l'état. Le froncement de sourcils cède la place à une expression de satisfaction anticipée. « Eh bien !»« Ouais, voilà !» répond Ashley. « Ce coup-ci, on en a pris un vraiment fait sur mesure. »« Faites-le entrer !» grommelle le juge. Il montre le chemin jusqu'à une pièce sombre et meublée de façon minable et installe sa grande carcasse sur une chaise derrière un bureau ancien. « Alors ?» demande-t-il. « Les gars en ville nous ont tuyauté sur cet individu par radio, » explique Ashley. « Ils avaient environ une demi-douzaine de choses à lui reprocher avant qu'il ne quitte la ville. Nous l'avons donc ramassé, et bon Dieu,
excès de vitesse, jet de détritus sur la route, conduite imprudente, tentative de corruption. Un instant, coupe le juge qui, écrasant ses phalanges sur le bureau, se racle la gorge avant de hurler d'une voix de stentor. L'audience est ouverte. Poursuivez, agent. Entrave à l'exercice des fonctions d'un officier, tentative d'agression. Et comme vous avez pu le voir, monsieur le juge, le type est tombé par terre d'ivresse. Ashley s'arrête pour reprendre son souffle. Le juge hoche pesamment la tête et masse l'étendue dégarnie de son crâne. « Eh bien !» répète-t-il, visiblement satisfait. Puis il tourne ses yeux en vrille vers Garvin. « Avez-vous quelque chose d'important à dire ?»« Mais voyons, c'est du brigandage !» bredouille Garvin. « Tout cela est fou. De toutes ces prétendues charges, pas une n'est vraie, monsieur le juge. J'ai entendu parler de cet endroit, mais je n'aurais jamais cru. » dit le juge en souriant. « Offense à la cour !»« Très bien, répond alors Garvin d'un air effrayé, levant une main en signe de dénégation. « D'accord, tout ce que vous voudrez. Combien ?» Tandis que le juge griffonne quelque chose sur un morceau de papier, Ashley et Lem l'observent, le souffle court. Garvin, lui, jette un bref coup d'œil vers la porte ouverte. Mac doit être juste là, dehors, à l'écoute. Quant au magnétophone dans sa poche, il doit avoir enregistré le moindre mot de cette instructive discussion. Garvin sourit intérieurement. « Bon, dit le juge finalement. J'estime que ça va chercher dans les $200. Les trois hommes regardent Garvin. Ce dernier frémit. C'est... commence-t-il. C'est ça et pas autre chose, grogne le juge. $200 ou 200 jours de prison, à vous de choisir. Garvin, qui sort son portefeuille, le laisse tomber volontairement sur le plancher. Comme il se baisse pour le ramasser, Ashley le devance. Le policier se redresse, le portefeuille dans les mains. Portefeuille qui contient une grosse liasse de billets. « Vous avez vu ça, juge ?» s'exclame-t-il. Le juge, tendant la main, se fait remettre le portefeuille et, à son tour, glisse un œil à l'intérieur. Puis, il s'éclaircit la gorge. « À la réflexion, monsieur, je crains que votre amende ne soit un petit peu plus élevée. Une ou deux choses m'ont échappé tout à l'heure. Alors, disons $300. $300 proteste Garvin. Et vous vous en tirez bien, lui répond le juge. Lem, l'autre agent, intervient alors. Pourquoi on lui prendrait pas tout? Qu'est-ce qui s'y oppose? Ce type n'ira pas se plaindre. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Un silence. Puis le juge murmure. Je pense que voilà une observation bien pertinente, Lem. La coupe est pleine, et même plus que pleine, songe Garvin, tout en reculant vers la porte pour se mettre hors d'atteinte. Tirant le magnétophone de sa poche, il l'arrête avec un déclic, puis l'agite sous le nez des trois comparses. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'étonne Lem. « Un gentil petit truc qui, voleur que vous êtes, va vous amener derrière les barreaux pour une très longue période, » répond Garvin d'un ton sec. Ashley bégaye. « Vous ne pouvez pas !»« Oh que si, je le peux, mon vieux !» lui dit Garvin. « Chaque mot que vous avez prononcé, bande d'escrocs, est enregistré là. Toutes les charges montées de toutes pièces, et plus particulièrement cette dernière idée de me prendre tout mon argent. Pas vrai, juge ?» Le visage gras du juge est luisant de sueur. « Qui êtes-vous » demande-t-il. « Lancez-moi ce portefeuille, vite !» répond simplement Garvin. Le juge s'exécute et Garvin lui montre alors une carte d'aspect officiel. « Bureau criminel d'État », dit-il laconiquement. « Satisfait ?»« Mon Dieu !» s'exclame Lem, le souffle court, tandis que Ashley, pour sa part, semble sur le point de s'évanouir. Le juge ouvre et referme la bouche comme un poisson hors de l'eau et finit par demander « Eh bien, est-ce que nous ne pourrions pas nous entendre ?»« Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» demande Garvin. Prenant une petite clé dans la poche de son pantalon, le juge ouvre le tiroir de son bureau, dont il extrait une boîte métallique pleine de grosses liasses de billets.
J'ai là près de $2000, explique-t-il. Tentative de corruption d'un fonctionnaire, hein? Ironise Garvin. Voyons, restons sérieux. Mais je suis sérieux, réplique Garvin en indiquant la porte d'un mouvement du menton. Allez, en route les enfants, en route pour la prison de Capital City. Le juge sort alors du tiroir une autre boîte métallique qui contient un autre magot. $3000, gémit-il. Combien de temps vous a-t-il fallu pour amasser tout ça? S'informe Garvin. Combien de pauvres types, vous et vos acolytes, avez-vous détroussé ici dans ce tribunal bidon? Oh, je vous en prie, pas de sermon, proteste le juge. Ashley, entre-temps, vient de se glisser derrière Lem. Soudain, il bondit en direction de Garvin, braquant un gros Colt 45 sur lui. « Imbécile !» s'écrie alors Ashley. « Croyez-vous que nous allons nous laisser traîner en prison comme un troupeau de moutons ?»« Regardez plutôt derrière vous, mon vieux, » réplique Garvin. Mac se tient sur le seuil, braquant lui-même son revolver sur l'agent. Ashley lâche alors son calibre 45 et recule précipitamment. « Et vous, Lem ?» demande alors Garvin. Lem, à son tour, laisse son revolver tomber sur le plancher avec un bruit sourd. Tandis que Mac tient les trois hommes en respect, Garvin s'avance jusqu'au bureau, rafle l'argent et le fourre dans ses poches, les bourrant à l'extrême. Puis, faisant demi-tour, il marche vers la porte. « Qu'est-ce que vous allez faire de nous ?» demande alors le juge. « Vous accordez un répit que vous ne méritez pourtant pas, » répond seulement Garvin avant de sortir en compagnie de Mac. Quelques instants plus tard, les deux hommes dans la Porsche foncent vers l'autoroute. Mac jette un regard vers l'arrière. « Ouf !» dit-il en s'essuyant le front. « Ils nous ont pas poursuivis. Quel travail que de gagner sa vie !» Garvin sourit légèrement. « Quel travail peut-être, mais reconnaît qu'en très peu de temps, on gagne bien notre vie. »« Tu crois qu'ils t'ont vraiment pris pour un flic d'État ?» demande Mac, quelques kilomètres plus loin. « Ma foi, » répond Garvin avec un haussement d'épaule, « cette vieille carte militaire a l'air passablement officielle. Tu veux que je te dise quelque chose ? J'ai bien envie de mettre cette bande magnétique que nous détenons dans une petite boîte et de l'envoyer par la poste aux flics de l'État. De tous les escrocs que j'ai jamais connus, ces trois-là sont vraiment les pires. » Mac hoche la tête, l'air hésitant. « Si tu tiens à envoyer cette bande à quelqu'un... » « Ouais. Ben, prends bien garde d'enlever auparavant toutes les empreintes digitales qu'il pourrait y avoir dessus. » Je ne suis pas anormalement soupçonneux, mais il y a des gens dont le seul aspect m'inspire la méfiance. Pour les besoins de mon job, je vois beaucoup de pays et je côtoie tant de gens de toutes sortes que j'en suis arrivé à repérer au premier coup d'œil l'individu louche. Ce n'est pas tant son apparence qu'il distingue, quoiqu'il soit en général mal vêtu, mais le fait qu'il laisse habilement entendre qu'il est habitué à rendre service et que, plus d'une fois, il a dépanné des amis en difficulté. Mais ce n'est en général pas pour fournir l'adresse de l'ambassade qu'il intervient, non, ce serait plutôt pour vous proposer d'éloigner définitivement une personne avec qui vous auriez un différend. Enfin, pour que votre nouveau confident en arrive là, il faut d'abord lui rafraîchir le gosier de quelques whisky et le rassurer quant à votre envergure financière. C'est en général dans les bars interlopes des différents ports situés sur la route maritime de Casablanca à Hong Kong qu'on lie connaissance avec ce genre de personnage. Thompson est de toute évidence un individu louche. Dès que je l'ai aperçu, j'en ai eu la conviction. Il appartient à cette catégorie d'épaves de race blanche qu'on rencontre par-ci par-là sous ces latitudes.
Ces types-là sont toujours solitaires et, si vous leur demandez le métier qu'ils exercent, ils vous répondent invariablement qu'ils sont dans l'import-export. Déjà, la seule apparence de Thompson le rend suspect à mes yeux. Mais les circonstances de notre rencontre et sa politesse trop empressée auprès de Jan me mettent décidément en garde. C'est à Karachi que nous avons rencontré Thompson, dans un bar situé juste en face du Paradise Theatre. Jan et moi avions passé l'après-midi à faire des emplettes dans le quartier du Bazar. Nous sommes donc entrés dans le bar pour nous rafraîchir. Après nous être attablés sous un ventilateur et en attendant que le barman nous apporte nos boissons, Jan étale sur la table ses emplettes du jour. « Je ne suis pas encore satisfaite, » déclare Jan. « Je veux un saphir étoilé, Dave. Je ne puis vraiment pas quitter ce continent sans un saphir étoilé. » Eh bien, demain, peut-être, Jane. Le bateau ne lèvera pas l'ancre avant 4 heures. Je sais, mais j'aurai tant à faire, les bagages et tout, et je suis sûr que demain, nous n'aurons plus le temps de courir les boutiques, Dave. Voyons, ma colombe, j'ai les pieds en compote, je n'en peux plus, vraiment. Elle me gratifie d'un sourire et je crois qu'elle va renoncer à son projet. Mais c'est à cet instant précis que Thompson entre en scène. Il s'éclaircit la voix et s'incline pour se présenter à nous. C'est un grand gaillard au teint blême avec des poches sous les yeux. Il porte un ensemble, pantalon saharienne plutôt défraîchi. « Je vous demande pardon, dit-il. Sans vouloir être indiscret, j'ai surpris les dernières paroles de madame. » Le reste s'ensuit rapidement. Beaucoup trop vite même pour me laisser l'occasion d'intervenir. Je me souviens seulement qu'au bout de quelques minutes, Thompson s'est attablé auprès de nous et que j'en suis déjà à lui offrir un 2e whisky. « Dans l'achat des pierres précieuses, énonce Thompson en connaisseur, il importe d'en estimer la valeur du premier coup d'œil. Je présume que vous vous y connaissez en la matière. »« Non, justement, pas du tout, » répond Jane. Thompson fronce légèrement les sourcils. « Ah, en ce cas, je crains que la chose vous soit un problème. Bien sûr, je ne voudrais pas vous alarmer en vous prévenant du danger d'une escroquerie. Pas mal de marchands sont scrupuleux et honnêtes, mais tout de même, nous sommes en pays étranger, et ces orientaux... » Il laisse tomber la voix sur une note de regret, puis me regarde en souriant. « Vous souhaiteriez faire un choix sûr, pas vrai ? Ce que je souhaiterais faire avant tout, c'est prendre un bain de pied, dis-je. » Il élude ma question en riant. « Je vous accorde que par cette chaleur, le shopping est éreintant, » me répond-il avant de se tourner vers Jan. Puis il sirote pensivement son whisky. Mon esprit hésite à déterminer sa nationalité. Britannique ou américain avec l'accent anglais? Sans doute, pouvez-vous recommander un endroit où nous puissions acheter en toute confiance? Lui demande Jan. Je connais une boutique pas trop loin d'ici, mais j'ai peur que vous ne puissiez la trouver sans un guide dans le dédale du quartier. Subitement, son visage s'éclaire et il consulte sa montre. Écoutez, comme je dois justement aller dans cette direction, je peux vous y conduire. Comme c'est aimable à vous, fait Jan. Non, Jan, dis-je, nous ne pouvons pas nous imposer de la sorte à ce monsieur. Du tout, proteste Thompson. Cela ne me dérange pas, au contraire, c'est plutôt un privilège. Vous savez, les anglo-saxons doivent se serrer les coudes ici. Nous devons même nous mettre mutuellement en garde. Je consens finalement à cette petite expédition. Au pire, Jan gaspillera une centaine de dollars en croyant faire une affaire d'arrière-boutique. Et puis, son père est vraisemblablement en situation de régler la note sans sourciller ni se priver de quoi que ce soit. Quant à Jan, elle tirera peut-être leçon de s'être fait escroquer. Alors que nous allons quitter le bar, Thompson s'excuse et se dirige vers le fond de la salle afin de donner un coup de téléphone. À cela aussi, je m'attendais. « Prenons un taxi !» propose Thompson quelques minutes plus tard. Durant le trajet, je demande à Thompson ce qui l'amène à Karachi. « Les affaires. Je suis dans l'import-export, » déclare-t-il. Nous roulons donc dans le quartier du Bazar.
Thompson s'enquiert à son tour poliment des motifs de notre séjour au Pakistan. Je lui réponds que je suis photographe professionnel et que je reviens d'une mission à Ceylan où j'ai pris des clichés pour la revue Geographic Illustrated. Alors vous n'êtes pas marié, femme? Oh non, dit Jan. Nous nous connaissons depuis une quinzaine de jours à peine. Nous avons lié connaissance à bord du paquebot qui a levé l'ancre à Calcutta. Vous voyagez toute seule? Non, j'accompagne mon père. Cet après-midi, il est resté à l'hôtel pour faire la sieste. Le taxi remonte Elephant Street, puis s'engage dans une large avenue bordée de grands arbres à l'aspect desséché. Je n'ai encore jamais vu cette partie de la ville, et même à présent, je ne pourrais situer exactement l'endroit où nous nous trouvions. Une ribambelle de gosses à moitié nus nous accompagne en tendant la main pour quémander un bakchiche. Enfin, le chauffeur s'arrête devant une boutique dont la devanture métallique est partiellement rongée par la rouille. Je me sens à nouveau inquiet. Le quartier a l'air peu recommandable et j'en viens presque à me reprocher l'assentiment que j'ai donné à Jan. Jan et son père voyagent à travers l'Orient. Ils ont lié connaissance avec Dave, un photographe professionnel, en arrivant à Karachi. Attablé dans un bar intercontinental, Jan confie à Dave sa déception de ne pas avoir trouvé le saphir étoilé qu'elle tient à acheter avant de quitter la ville. Un inconnu, à l'aspect un peu louche, d'après les critères de Dave, s'immisce dans leur conversation pour leur indiquer une boutique où Jan pourra acquérir cette pierre précieuse en toute confiance. Thompson, puisque c'est son nom, les emmène en taxi à travers des quartiers peu rassurants. Enfin, le chauffeur s'arrête devant une boutique peu engageante. Arrivé à ce point de l'histoire, je laisse Dave relater lui-même comment l'entrevue s'est déroulée. Un homme de courte taille, en complet noir d'alpaga et coiffé d'un fez, vient à notre rencontre. Il s'efface devant Jan et moi pour nous introduire dans une antichambre située à droite de la boutique. Thompson est le dernier à entrer. La pièce paraît propre, mais les relents de la ruelle y ont pénétré avec nous. Thompson nous présente au commerçant et lui signale que nous nous intéressons aux gemmes. Quand nous sommes installés sur les sièges avancés par l'homme aux fez, celui-ci se met en devoir d'étaler ses pierres précieuses sous nos yeux. Un peu à l'écart, Thompson se maintient dans une discrète réserve. Nous restons un long moment dans la boutique où une vieille femme nous apporte du thé à la menthe. En dépit de ma vigilance en alerte, je ne constate rien d'anormal. Le petit homme aux fesses se montre aussi patient que poli et Thompson n'intervient à aucun moment dans la tractation. Jan paraît quelque peu déçu à l'énoncé des prix, ce qui m'étonne car je les juge pour ma part raisonnables. Elle admire d'abord les saphirs, puis les émeraudes et pour finir, elle exprime le désir de voir les rubis. Je crains qu'elle ne se décide pour un rubis, car il est difficile de distinguer le vrai du faux. En définitive, et partiellement sur mes instances, Jan se décide pour un petit saphir. Nous remercions le boutiquier et nous prenons congé. Thompson sort avec Jan et moi et arrête un taxi afin que nous puissions rentrer à l'hôtel. Je n'ai encore rien remarqué de suspect, mais je flaire du louche à plein nez. En cours de route, je conseille à Jan de recompter son argent pendant que j'observe le saphir. La pierre jette un bel éclat et, bien que de dimension modeste, sa taille bien exécutée la met en valeur. « Le compte y est !» lance Jan après avoir vérifié les billets rendus. « Mais qu'est-ce qui vous inspire une telle méfiance ?»« Je ne sais pas, Jan. Sincèrement, je n'en sais rien. J'ai éprouvé une sensation bizarre là-bas dans la boutique, comme si j'avais observé une partie de poker se jouant avec des cartes truquées. » Bientôt installé dans ma chambre, je déguste une bière qui, bien qu'elle soit tiède, me désaltère. Je pense pouvoir enfin prendre mon bain de pied quand on frappe discrètement à ma porte. « Mon père dort encore, » dit Jan en entrant dans la chambre. « Alors l'idée m'est venue de descendre boire un verre en votre compagnie. »« Excellente idée. Je peux vous offrir une bière, mais malheureusement plutôt tiède que fraîche. Aucune importance. » Elle s'assied à califourchon sur une chaise pendant que je prépare les verres. Quand je lui apporte sa bière, elle me demande de lui offrir une de mes cigarettes.
Jan porte un ensemble en toile de lin écru dont la chemise déboutonnée laisse apercevoir une gorge profonde. Attirant une chaise à moi, je m'installe près de la fenêtre où la vue est certes moins troublante. « Savez-vous, me dit-elle, que nous nous voyons à peu près constamment depuis 2 semaines et que vous n'avez même pas essayé de m'embrasser? Jan, dois-je vous rappeler que je suis un homme marié? » Elle pince les lèvres en m'adressant un regard lourd de reproche. « Je n'ai pas dit que je vous y autoriserais. Vous permettez que je passe à la salle de bain pour me rafraîchir le visage? J'en éprouve le besoin depuis que nous sommes allés dans cette boutique. Je souhaiterais n'y être jamais entré. » Lorsqu'elle revient dans la chambre, je note avec soulagement que sa chemise est reboutonnée. « Alors, à tout à l'heure, 6 heures au bar, avec mon père comme d'habitude? Enfin, si je parviens à le réveiller, dit-elle en sortant de la chambre. À l'heure dite, je me rends au bar afin d'y retrouver le père et sa fille. En sirotant mon whisky, je continue de m'interroger au sujet de Thompson. En vain d'ailleurs, car je ne parviens pas à trouver quoi que ce soit d'irrégulier dans son intervention. La pierre que Jan a achetée vaut son prix et on lui a rendu la monnaie qui lui revenait. Le toujours obligé Thompson a pris congé de nous sans la moindre allusion à un pourboire pour service rendu. Curieux quand même. Je prends un 2e verre en ruminant cette énigme et subitement je me rends compte que j'attends depuis longtemps déjà. Toujours personne au rendez-vous. Or, il est maintenant 6h30. Une demi-heure de retard peut être considérée comme un fait insolite. J'ai pourtant la conviction qu'en cas d'imprévu, il m'aurait prévenu. Aussi, après quelques nouvelles minutes d'attente, je me décide à retourner dans ma chambre afin de les joindre par téléphone. En sortant du bar, je jette un coup d'œil circulaire dans le hall de l'hôtel. Mais je ne les vois nulle part. Mon inquiétude s'accroît et je gagne rapidement l'escalier dont je grimpe 4 à 4 les marches revêtues d'un tapis rouge. Ce marché conclu grâce à l'intervention de Thompson en tant que guide bénévole me rend soupçonneux à l'extrême. Au 2e étage, je tourne à gauche dans le couloir et m'aperçois immédiatement qu'il y a un intrus dans ma chambre. La lampe est allumée, la porte béante. Quand j'atteins le seuil, la première chose qui me frappe, c'est ma valise. Elle repose ouverte sur le lit et à côté d'elle se trouve l'une de mes caméras retirée de son étui. Les draps ont été arrachés et jetés sur le carrelage. Visiblement aussi, plusieurs tiroirs de la commode ont été fouillés puis laissés tels quels, non refermés. Ensuite seulement, je vois un petit homme en complet noir d'alpaga, le fez sur la tête. Le boutiquier vendeur de bijoux. Il se tient dans la salle de bain, me tournant le dos et me regardant par-dessus son épaule, l'air plutôt surpris. Il tient à la main un pistolet. Comme il pivote pour me faire face, je bondis de côté et atterris dans le couloir où je me heurte de plein fouet à un costaud en kaki coiffé d'un turban. Le colosse veut m'empoigner à bras-le-corps, mais ne réussit qu'à m'agripper le poignet. Quand je veux me dégager, il me tord le bras. Mais j'ai encore un poing libre et, ramenant l'épaule en arrière le plus possible afin de prendre du recul, je décoche au gaillard un rude direct du gauche sur la bouche. Me lâchant le poignet, il se couvre à 2 mains le bas du visage. Je cogne de rechef, l'envoyant valdinguer contre le mur. Mais voilà qu'un autre type surgit soudain comme de nulle part, un gorille revêtu de ce qui ressemble à un uniforme kaki, et qui m'assomme net. Quand je reprends connaissance, je suis étendu sur mon lit, les yeux fixés sur la moustiquaire. Penché sur moi, le petit homme au fez s'affaire avec une serviette humide. « Nous regrettons cet incident, » dit-il en matière d'excuses. Il traverse la chambre, puis revient vers mon lit avec mon passeport à la main. « Après vérification de vos papiers d'identité, nous avons constaté qu'il y a erreur sur la personne. » Il me semble aussi, mais quel genre d'erreur, si je puis me permettre? Nous pensions que vous étiez de connivence avec la fille, mais nous savons maintenant ce qu'il en est. La fille? Quelle fille? Vous ne voulez pas dire Jan, je suppose? C'est bien à elle que je fais allusion. Sachez que cette jeune personne et l'homme qui l'accompagnait ont été arrêtés. Arrêtés? Vous dites bien arrêtés? Pourquoi donc? Pour vol de pierres précieuses, dont la valeur totale se monte à plusieurs millions de dollars.
Il tire de sa poche une enveloppe de papier craft et en déverse le contenu dans sa paume. Il y a là une demi-douzaine de rubis et de perles fines, une émeraude et un gros diamant d'une taille plus que respectable. Ces pierres ont été trouvées dans votre salle de bain, précise l'homme aux fez. De toute évidence, la jeune personne, prise de soupçon après son départ de la boutique, a jugé opportun de descendre cacher ici les pierres volées. Non, un instant, dis-je. Je ne vous situe pas encore très bien dans le tableau. Quel rôle jouez-vous dans cette affaire? Dois-je comprendre que vous êtes officier de police? Exact, Saïb, répond-il. Les autorités de Bombay nous avaient alertés et demandé de surveiller ces deux suspects. En prévision de leur débarquement à Karachi, nous leur avons tendu ce piège. Ces escrocs ont maintes fois exploité leur combine au cours de leurs escales depuis Hong Kong. Leur combine? Mais en quoi consiste-t-elle? Eh bien, ils se sont d'abord constitué une jolie petite collection de pierres synthétiques. La combine consistait à ce que la fille substitue une contrefaçon synthétique à une authentique pierre précieuse. Oh, elle n'avait pas à faire preuve d'une dextérité particulière pour réaliser son tour de passe-passe. Elle s'arrangeait seulement pour éloigner quelques minutes le boutiquier en lui demandant, par exemple, avoir une autre collection. Aujourd'hui, pendant que vous lui teniez compagnie, elle a escamoté un vrai rubis et cet authentique diamant de 6 carats, en leur substituant des imitations de qualité, il est vrai. Et le père de Jan? J'ai bien peur que ce ne soit pas son père, Saïb. J'éprouve une douleur vive à la hauteur de mon pariétal gauche. Je jette un coup d'œil au type au turban. « Désolé », me répond-il, sans que je lui dise quoi que ce soit. Quant à Thompson, c'est votre homme de paille, c'est ça? Je vous demande pardon, Saïb? Oui, l'homme qui nous a amenés à la boutique en question. Ah, Thompson, oui. Il a quelques torts à se reprocher. Aussi, nous lui demandons quelques petits services de temps en temps, qu'il n'hésite pas à nous rendre contre notre discrétion. Sacré Thompson. Je savais bien que c'était un individu louche.